Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Grâce à l'hélicoptère de Gilbert Lariaga, vous découvrez le panorama de la région du Nord, de l'enfer du Nord, qui n'a jamais tant mérité son nom aujourd'hui, où se dispute aujourd'hui le 68e Paris-Roubaix organisé par nos confrères, l'équipe et le Parisien libéré. Avant de passer la parole à mon camarade Jean-Michel Lelio qui se trouve ici derrière les hommes de tête, je vous donne immédiatement la situation de la course. Un seul homme en tête, vous l'avez certainement deviné déjà peut-être, il s'agit du Belge Eddy Merckx. Eddy Merckx possède, au moment où nous prenons l'antenne, 35 secondes d'avance sur deux Belges. Il s'agit de Lehmann, le dernier vainqueur du Tour des Flandres, et de Roger De Vlaminck, le champion de Belgique. Un peu plus loin se trouve un groupe d'une dizaine de coureurs avec Carstens, Dierix, Eric De Vlaminck, Sels, Sercu, Rosiers, Montserrat, Verbeek, Danchelli et un Français tout de même, Raymond Poulidor, qui a fait aujourd'hui, on peut le dire, une course remarquable en dépit d'un enfer absolument démoniaque. 35 secondes d'avance, donc, je vous le répète encore une fois, pour le Belge Eddy Merckx qui s'est échappé il y a quelques instants sur les pavés de Templeuve avant ceux de Nomain, qui sont peut-être les pavés les plus épouvantables que l'on puisse trouver actuellement dans l'enfer du Nord. Il y avait ce matin 155 coureurs au départ de Chantilly, 155 coureurs. Parmi les forfaits à signaler, ceux de Van Looy, qui ne prenait pas le départ de Paris-Roubaix pour la première fois depuis 16 ans. Comme absent, à signaler aussi Motta, qui a décidé, paraît-il, de renoncer définitivement au cyclisme. Forfait également de son compatriote Gimondi et d'un autre Italien, l'ancien champion du monde de vitesse, Giuseppe Beghetto. Vent dans le dos pendant les premières heures de course, ce qui explique la moyenne très élevée. 42 km 100 dans la première heure, 43 km 100 dans la deuxième heure et 43 km 400 dans la quatrième heure. Nous sommes ici du côté de Nomain, c'est-à-dire à 27 ou 28 km de l'arrivée, qui se jugera comme tous les ans sur la piste de Roubaix, une piste rendue assez dangereuse par la pluie, tout comme ces routes très étroites de l'enfer du Nord. Et vous découvrez ici Eddy Merckx suivi par notre motard Serge Accard et de son caméraman l'Aviron. Voici Eddy Merckx sur les pavés de Nomain qui se trouve à 25 ou 26 km maintenant de l'arrivée à Roubaix. Comment les choses se sont passées? Eh bien, assez clairement. La course a pratiquement commencé à l'entrée de l'enfer du Nord à Solesmes, c'est-à-dire à 112 km de l'arrivée. Et c'est un équipier de Eddy Merckx, à savoir Sprout, le Belge, qui a lancé la course à 94 km de l'arrivée. Il a été rapidement rejoint par Duindam et par Balini. Duindam est un Hollandais qui avait porté le maillot blanc dans Paris-Nice et Balini est un Italien. Puis Balini était parti seul, il a été rejoint du côté des pavés de Grupez et c'est à ce moment-là que Eddy Merckx, suivi par Lehmann et par Roger De Vlaminck, a lancé son offensive en dépit d'une crevaison qu'il avait arrêtée un moment avec Jan Janssen. Et sur les pavés de Templeuve, Merckx a porté une nouvelle attaque. Il a lancé seul en tête. Et actuellement, il compte 45 secondes d'avance sur ses deux compatriotes, le Belge Lehmann, qui a remporté il y a 8 jours le Tour des Flandres, et Roger De Vlaminck, le champion de Belgique. Depuis le Tour des Flandres, où Eddy Merckx s'était classé 3e, on avait quelques inquiétudes quant à la forme du champion belge. Eh bien, il faut reconnaître que Eddy Merckx, dans le Tour de Belgique, a mis les choses au point. Et il semble qu'aujourd'hui, sur les pavés du Nord, il soit de nouveau en mesure de remettre tout le monde d'accord ici à Roubaix. En effet, les Belges possèdent avec Merckx, avec Godefroot, Weckmans, les frères De Vlaminck, Lehmann, Montserrat, Sels, Rosiers, Van Zwiefeld, Van Rikegem, Van Springel, Sercu, Van de Kerkhoff, Verbeek et Rebrock, la plus formidable armada qu'un pays, la plus formidable armada cycliste, bien sûr, qu'un pays ait envoyé dans l'enfer du Nord depuis la guerre, je crois. Oui, notre camarade du service des sports, Denis Ferden, me communique les derniers écarts. Toujours 45 secondes d'avance pour Eddy Merckx sur Lehmann et Roger De Vlaminck et 1,25 sur deux autres Belges, Montserrat et Dierix. Vous voyez, la sélection se fait derrière Eddy Merckx qui est ici aux côtés de son directeur sportif Guillaume Drissens.
Est-ce à dire que 35 secondes, c'est suffisant pour Eddy Merckx? Bien entendu, la course n'est pas jouée. Il reste 25 km, dont une bonne dizaine de kilomètres de pavés assez épouvantables. Et derrière, l'équipe de Brick Scott, avec 4 représentants, peut organiser une chasse sérieuse derrière le champion belge. Cette image d'Eddy Merckx seul en tête, eh bien, vous y êtes habitué depuis bientôt 2 ans, depuis le Tour de France 1969, depuis Paris-Roubaix l'année dernière même, où Eddy Merckx s'était classé 2e derrière son adversaire numéro 1 en Belgique, Walter Godefroot. Walter Godefroot qui a été très malchanceux aujourd'hui. Il a été victime de 3 ou 4 crevaisons et il est difficile, après de si nombreux incidents, de revenir sur la tête, surtout que les routes ici sont très étroites et très dangereuse. Il y a eu de nombreuses chutes, bien entendu, et notamment de nombreuses chutes de motards, ce qui est tout à fait normal sur un parcours rendu, je vous le répète encore une fois, très très difficile par le froid et surtout par la pluie qui ne cesse de tomber pratiquement depuis l'entrée dans l'enfer du Nord, c'est-à-dire depuis Solesmes, situé à 112 km de l'arrivée. Là, il reste un peu moins de 25 km avant l'arrivée à Roubaix. Les coureurs auront sur la piste de Roubaix la distance plus un tour de piste, c'est-à-dire 500 mètres, avant de franchir la ligne d'arrivée. Je ne pense pas que Eddy Merckx puisse battre aujourd'hui le record de l'épreuve qui est détenu par le Hollandais Peter Post depuis 1964. Cette année-là, le roi des 6 jours avait réalisé plus de 45 de moyenne sur le parcours de Paris-Roubaix, mais à l'époque, en 1964, les coureurs n'avaient pas à franchir ce parcours assez épouvantable de l'enfer du Nord. Ensuite, la meilleure moyenne avait été réalisée en 1948 par Van Steenbergen avec 43 612 de moyenne. Ensuite, les meilleures moyennes avaient été réalisées par Serami, Derick, Forêt, Bobet, Van Looy en 1961. Van Looy qui n'a pas pris le départ ce matin et qui semble se diriger vers une retraite bien méritée après près de 20 ans de carrière dans les rangs professionnels. Ainsi, Rick Van Looy va suivre Jacques Anquetil de quelques mois probablement. Quant aux Français, nous direz-vous, eh bien, derrière la grande formation belge, il faut reconnaître que les Français ont été assez peu à pouvoir tenir tête aux Belges. Nous avons remarqué, bien entendu, Poulidor qui se trouve à moins de 2 minutes d'Eddy Merckx en ce moment. Nous avons remarqué aussi Lucien Aymar. Lucien Aymar, très malchanceux, lui aussi victime de plusieurs crevaisons. Et quant à Roger Pingeon, eh bien Roger Pingeon, lui, n'a pas pu tenir sur ce parcours de Paris-Roubaix. Roger Pingeon, remarquable dans le Tour de Flandre, dans le Tour des Flandres, a été distancé à une 50aine de kilomètres de l'arrivée. Je vous répète les écarts avant de passer la parole à mon camarade Jean-Michel Lelio qui se trouve derrière Eddy Merckx. Eddy Merckx donc est seul en tête à 45 secondes. Léman, 1 km 25, 2 autres Belges, Montserrat et Derick. Maintenant, et vous connaissez la distance qui sépare Digoin de l'arrivée. Nous avons hier fait la fin de parcours et je peux vous dire qu'il reste encore des pavés avant l'arrivée au Vélodrome de Roubaix. Nous sommes derrière Merckx. 2 minutes et demie, c'est tel quel qui est parti en tête à l'extérieur avec une toque blanche sur votre écran devant Prince Charmant et puis Lompont, le cheval que monte Yves Saint-Martin, tandis qu'en dernière position nous avons Incorruptible, le pensionnaire de Deleuze qui est favori à 4 contre 1 environ, et Champlevé qui porte le top weight de 61 kg et qui fait sa rentrée. Chose curieuse, à côté de Champlevé qui attend très normalement, ce sont les 2 favoris de la presse qui sont actuellement derniers dans ce parcours de 2400 mètres dont les chevaux ont couvert 300 mètres environ avant de disparaître derrière le petit bois, ou disparaître à moitié seulement puisque les arbres n'ont pas encore de feuilles dans ce printemps pourri. C'est Incorruptible et Mécanique. Donc de la queue à la tête, il y a Champlevé, Incorruptible, Mécanique et puis Wembley, tandis que devant nous avons toujours Prince Charmant qui mène devant Lompont, le cheval de Saint-Martin, et puis Chamille qui est à 14 contre 1, Lompont lui est à 6,5 contre 1, et bien que Saint-Martin ne fut pas particulièrement confiant, les turfistes dans un tiercé ont toujours l'habitude de jouer le cheval de Saint-Martin, indépendamment de la qualité du cheval. Et Saint-Martin a beau répéter, un bon jockey, et même un très bon jockey, ne peut pas faire gagner un cheval médiocre. Que voulez-vous, il y a une religion Saint-Martin, il y a une folie Saint-Martin. J'espère que ceux qui l'ont joué aujourd'hui n'auront pas à s'en repentir. Je le souhaite ardemment pour eux. Le train vient de devenir
beaucoup plus fort et Willington par exemple est complètement à la rame avec 61 kilos dans ce terrain très lourd. C'est difficile. Tout à l'heure, je voudrais vous dire que tout à l'heure, il y a une demi-heure, c'est Yelapa qui a gagné la grande course du jour devant Amarco, tandis que le favori Prince Régent a été battu par le terrain lourd. Et actuellement, c'est toujours Prince Charmant qui mène dans ce tiercé, tandis que Sextus à Madame d'Aubin vient à l'extérieur et que nous avons toujours tel quel. Les chevaux se regroupent. Willington ne va pas très bien. Slurry, le seul cheval gris de cette course de 13 partants, ne va pas très bien non plus. Incorruptible est passé là-bas à l'extérieur et va se présenter à côté de Wembley pour sortir du tournant. Vous avez actuellement à gauche Prince Charmant et puis tel quel Toque Blanche et puis Wembley et puis Incorruptible et puis Mécanique. Les derniers seront donc les premiers et Champlevé aussi avec ses 61 kilos. À gauche Incorruptible, le premier favori de la presse, à côté de lui Casacrier, Mécanique, deuxième favori de la presse, et à côté de lui Champlevé. Les derniers sont les premiers, les trois chevaux qui étaient le plus mal partis finiront vraisemblablement aux trois premières places. Incorruptible à la corde, Champlevé qui essaye de pousser les 61 kilos qu'il a. Il ne peut pas, il cède. Mécanique revient, non. Incorruptible entraîné par Deleuze, ce qui fera plaisir à tous ceux qui admirent ce jockey qui, à la suite d'un accident très grave, est devenu entraîneur. Incorruptible gagne ce tiercé devant Mécanique et Champlevé, c'est-à-dire le 3, le 11 et l'As. À vous Paris-Roubaix. Eh bien, nous reprenons l'antenne sur cette image de Gilbert Larriaga qui vous montre les derniers kilomètres de Paris-Roubaix. Actuellement, Eddy Merckx se trouve du côté de Gisouin, c'est-à-dire à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Voici d'ailleurs Eddy Merckx. Eddy Merckx, toujours seul en tête. Il a accentué son avance. Il compte maintenant plus d'une minute d'avance sur Léman et Roger de Vlaminck, et près de 2 minutes sur un groupe composé de Montserrat, d'Hierix, d'Éric de Vlaminck, de Carstens, de Cels, de Sercu, de Rosiers. Quant à Poulidor, eh bien, nous pensons qu'il est toujours lui aussi dans ce groupe qui figure maintenant à près de 2 minutes d'Eddy Merckx. Donc vous pouvez admirer ici l'allure toujours aisée en dépit d'un temps épouvantable sur ce Paris-Roubaix. Vous voyez Gisouin, 16 km de l'arrivée, un peu moins maintenant je pense. Derrière Eddy Merckx qui enroule ici un développement assez impressionnant. Moins impressionnant tout de même que celui que Walter Godefroth entraînait l'année dernière sur les pavés du Nord, vous en souvenez. Les coureurs utilisent actuellement des développements assez incroyables alors qu'il va probablement ici changer de bicyclette. Il a peut-être été victime d'une crevaison. Voici le changement de machine ici. Bravo Jacques Aviron. Guillaume Driessen se relance. Eddy Merckx qui a perdu ici un minimum de temps, peut-être 10 ou 15 secondes seulement de retard. Allô Jean-Michel? Dernière information, Eddy Merckx vient sur sa demande de changer de vélo pour l'approche nord-ouest. Je rappelle qu'une Allô Jean-Michel? Eh bien, nous sommes ici derrière Merckx, exactement dans sa roue arrière, on peut le dire, avec notre ami l'Aviron, et je crois que les images que nous allons vous montrer maintenant vont exactement vous prouver ce qu'est l'enfer du Nord avec Eddy Merckx en tête. J'espère, je crois du moins, car je n'ai pas le retour ici. Nous sommes actuellement dans des conditions très très difficiles de travail. Attention, une moto qui vient de passer dans les spectateurs. C'est très très dangereux, de nombreuses motos sont tombées tout à l'heure. Nous sommes quant à nous toujours maintenant avec une vingtaine de mètres de retard sur Eddy Merckx. Nous venons d'assister, je ne sais pas si vous l'avez vu en direct, nous venons d'assister à une chose fantastique, c'est un changement de roue d'Eddy Merckx en tête. Un changement de roue, cela n'a rien de très surprenant, si c'est que nous avons vu Eddy Merckx prendre le bidon alors qu'il est en plein effort depuis plus de
25 km tout seul en tête de ce Paris-Roubaix dont il était le grand favori. Prendre le bidon chaud, tout simplement dans la grêle, dans la pluie, et le mettre sur son vélo qu'il avait tendu. Un mécanicien est descendu en voltige, vous l'avez vu peut-être, et le mécanicien lui a tendu le vélo et il a pris tranquillement le bidon, l'a posé sur l'autre vélo et est reparti de plus belle. Il y a des spectateurs sur le bord de la route qui tendent des panneaux, des photos agrandis de 1 mètre sur 2 à peu près d'Eddy Merckx, qui aujourd'hui, encore faut-il le préciser, était-il besoin de le dire auparavant, a prouvé qu'il était décidément le numéro 1. J'avoue que c'est parfois difficile de vous commenter les courses cyclistes avec toujours le même homme en tête, mais nous vivons un final de Paris-Roubaix prodigieux. Tous les anciens qui l'ont suivi pendant très longtemps, nous arrivons maintenant à Grison exactement, et disent que certes il n'a pas plu comme l'an dernier, mais la décision a pu se faire à partir à peu près du même endroit, c'est-à-dire à 40 km de l'arrivée, et les conditions de course sont absolument abominables. Il faut dire aussi que les organisateurs recherchent le plus souvent des petites routes très difficiles à emprunter pour les touristes que nous sommes et que vous êtes peut-être quand vous vous promenez dans le Nord. Ce sont des routes que l'on emprunte que très rarement. Seuls les gens du Nord connaissent ces routes et ce n'est rien encore d'en parler. Je crois que le mieux, c'est de regarder ces images, d'admirer l'effort d'Eddy Merckx qui n'a plus de casquette maintenant et qui roule à peu près 45. Je me penche sur mon ami Malaise ici pour savoir exactement la vitesse à 45 à l'heure à peu près, alors que les photographes passent devant pour faire des clichés les uns après les autres d'Eddy Merckx en plein effort. Rappelons qu'Eddy Merckx avait été piégé l'an dernier par Walter Godefroth. Eh bien, je ne connais pas exactement l'écart qui existe entre Eddy Merckx et ses poursuivants. Je pense, quant à moi, qu'il a course gagnée. Et cette année, malgré la présence d'Éric Léman et de Roger de Vlaminck, 2 hommes de Flandria, il a réussi quand même à démarrer, à semer tous ces hommes, alors qu'il était encore une fois tout seul dans le groupe de tête. Il n'avait aucun équipier, il n'a pu par conséquent que faire la décision tout seul. Regardez Eddy Merckx, sa clarté d'esprit tout à l'heure, sa clairvoyance, alors que nous sommes maintenant véritablement à Gruson et que nous allons encore emprunter un secteur pavé. Sa clairvoyance prouve qu'il est dans un état de fraîcheur assez surprenant après 250 km de course. Il vient maintenant de virer sur la droite ici et il s'est retourné pour savoir exactement quelle était la distance qui le séparait de ses poursuivants. Quant à nous, nous n'avons pas de repères. Je pense que vous les avez, vous Richard, sur la ligne. Je n'ai pas non plus pour l'instant la possibilité de vous dire exactement, alors que nous revenons sur un secteur pavé, celui qui est situé après Gruson, c'est-à-dire à peu près 16 km de l'arrivée. Regardez Eddy Merckx qui a changé de développement dès qu'il a vu les pavés. Et il a pris un petit développement de façon à pouvoir pédaler très vite sur les pavés et ainsi à rétablir à chaque coup de pédale un équilibre très instable, aussi bien instable pour les motos, pour les voitures qui sont sur une file que pour Eddy Merckx. Richard, je crois que pour les pointages, je préfère vous rendre l'antenne maintenant et j'attends les instructions de l'arrivée pour reprendre l'antenne derrière Eddy Merckx. D'accord, merci Jean-Michel. Les coureurs se trouvent actuellement entre Gruson, du côté de Gruson, à une douzaine de kilomètres de l'arrivée. Voici 3 coureurs qui sont derrière Eddy Merckx et qui doivent être tout simplement Roger de Vlaminck, Léman et Dierix certainement, c'est-à-dire 3 Belges. D'ailleurs, voici les écarts à une douzaine de kilomètres de l'arrivée. En tête donc Eddy Merckx, bien entendu, à 2,45 Roger de Vlaminck, Léman et Dierix, à 3,55 Verbeek et Rosiers, à 4 minutes, oui vous avez bien entendu, à 4 minutes Jan Janssen et Walter Godefroth, 2 anciens vainqueurs de Paris-Roubaix. Voici les 3 hommes qui sont derrière Eddy Merckx. Oui, c'est effectivement Dierix, Léman et Roger de Vlaminck, reconnaissable à son maillot de champion de Belgique, le frère d'Éric de Vlaminck, qui lui maintenant doit se trouver à quelque chose comme 5 minutes d'Eddy Merckx. Dierix, Léman et Roger de Vlaminck font partie de la même équipe, de l'équipe de Brick Scott, et effectivement ils s'entendent très bien ici, mais je pense que maintenant avec une avance de 2 minutes et demie, je pense qu'Eddy Merckx va remporter ici son 2e Paris-Roubaix qu'il avait déjà remporté en 1968 devant Hermann van Springel, et le 3e ayant été Walter Godefroth. L'année dernière, Godefroth avait pris sa revanche en battant Eddy Merckx et Weckmans, encore un Belge. Vous voyez, il y a 2, 4, 6, 7, 8 Belges dans les 8 premiers, et il est probable que derrière il y en a autant. Nous allons avoir sur la piste de Roubaix ici 15 ou 16 Belges au moins dans les 20 premiers.
2 minutes et demie donc d'avance pour Eddy Merckx à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. C'est amplement suffisant pour remporter ce 68e Paris-Roubaix qui fera date certainement dans les annales de la course, étant donné le temps épouvantable que les coureurs ont connu aujourd'hui dans l'enfer du Nord. Et ils se souviendront certainement des pavés de Kerenin, d'Aulnoy, de Valère-Sarenberg, peut-être les plus épouvantables avec ceux de Templeuve, de Nomain, de Bachy et de M, les derniers situés à moins de 8 km de l'arrivée. Les derniers 6 km sont des routes assez larges et en dépit de ce désavantage, étant donné qu'un coureur seul est désavantagé, bien entendu, dans les derniers kilomètres sur une route large, il est probable qu'Eddy Merckx ne sera pas rejoint par ses 3 adversaires de l'équipe Flandria, qui sont, je vous le rappelle, Roger de Vlaminck, Lehman et Dierix. Une vue de l'hélicoptère pour constater l'écart, vous voyez, qui grandit entre Eddy Merckx et ses 3 poursuivants. Derrière, Verbeek, Rosiers sont pratiquement battus, de même d'ailleurs que Janssen et Godefroth. Mais à la décharge de Janssen et de Godefroth, signalons qu'ils ont été victimes d'incidents mécaniques alors que la course entrait dans le vif du sujet, c'est-à-dire du côté de Gruppez et de Templeuve. Vous voyez un écart énorme entre Eddy Merckx et ses 3 adversaires. 2 minutes et demie au dernier pointage. Il est probable que cet écart a encore augmenté. Nous devons nous trouver ici au-dessus de Bachy. Eh bien, chers amis sportifs, voyez-vous maintenant à 16 km de l'arrivée. Le dernier Français vainqueur de Paris-Roubaix, eh bien, c'est tout simplement Louison Bobet qui avait gagné la course en 1956 devant Fred De Bruyne et Jean Forestier. L'année précédente, Forestier avait battu Coppi et Louison Bobet. Depuis, les Belges ont remporté pratiquement toutes les Paris-Roubaix, à l'exception de Gimondi en 66 et de Jan Janssen en 67. Au-dessus d'Eddy Merckx, qui est suivi ici par un peloton de motards. Un peloton de motards décimé lui aussi par le parcours épouvantable. Nous devons nous trouver là maintenant un peu après Chérin, c'est-à-dire à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Derrière Eddy Merckx de nouveau, qui semble toujours aussi à l'aise. « 10 km encore avant l'arrivée, ici à Roubaix. 10 km qui vont paraître bien longs, bien entendu, à Eddy Merckx, mais certainement encore plus longs pour ses adversaires, qui sont au moins aussi méritants que lui. Toujours avec la moto 1 derrière Eddy Merckx. Gilbert Larriaga me prie de vous préciser que la moto 2 a été accidentée. Je ne pense que ce n'est pas très grave, nous le saurons tout à l'heure, mais nous avons une seule moto, celle qui suit Eddy Merckx. C'est pour ça que vous ne pouvez pas voir les coureurs qui sont derrière le champion belge. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas aller avec Lehman, De Vlaminck, Dierix, Verbeek, Rosiers, Janssen et Godefroth qui se trouvent derrière Eddy Merckx. Je crois que Jean-Michel Lelio est en mesure maintenant de nous parler de l'échappée d'Eddy Merckx. Alors à vous, Jean-Michel, qui êtes derrière Eddy Merckx. C'est un moment où ici vous me redonnez l'antenne, nous revenons encore, c'est un peu la coutume sur une zone pavée. Pardon, Eddy Merckx, follement encouragé par tous les spectateurs, il y a de très nombreux Belges et nous avons vu un panneau avec exactement M 2 km 700. C'est-à-dire que nous nous trouvons pour l'instant à 6 km de l'arrivée, 6 km pour Eddy Merckx qui profite des lacets de cette route, des nombreuses sinuosités pour se retourner et voir exactement quelle est la distance qui le sépare des coureurs. Mais il y a pour l'instant et pour lui un signe qui ne trompe pas, c'est le nombre de voitures qui sont arrivées, qui sont revenues, c'est-à-dire également qu'il n'y a plus aucune chance pour ceux qui sont à l'arrière de pouvoir revenir sur Eddy Merckx. Certes, la place de deuxième va se jouer tout à l'heure
entre peut-être vraisemblablement les deux Blamainck, les Léman et Raymond Poulidor s'il a pu revenir. Je m'excuse un peu, nous sommes actuellement sur une très mauvaise zone pavée comme il y en a après Solesmes, et je dois dire que cela nous oblige souvent, tout en réalisant ce commentaire, à nous pencher, à regarder, car toute la dextérité de notre ami Falaise est constamment mise à l'épreuve dans ses virages. Je peux dire que Merckx a l'air beaucoup plus à l'aise sur son vélo que sur notre moto ici. Les motos sont obligées de ralentir, et je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois, il y en a de très nombreuses qui sont tombées sans trop de gravité, car à chaque fois les chutes se produisent à 10 ou 15 à l'heure. Par conséquent, pas d'accident très grave, aussi bien celle de la gendarmerie que celle des journalistes ou des photographes. Et les gens se penchent un peu trop, je dois le dire, s'ils nous entendent au cours des 6 derniers kilomètres, ne vous penchez pas trop devant Eddy Merckx, car il est entouré de ses motos, de ses voitures, et cela pourrait provoquer des accidents regrettables. Eddy Merckx, qui a toujours son état de fraîcheur assez surprenant, qui se relève dans les virages, qui prend très bien ses virages, il évite les pavés dans ce cas-là. Il passe exactement dans les endroits où il reste encore un peu de bitume, où le bitume n'a pas été complètement arraché, et il arrive dans les virages ici, alors qu'il sent le bitume venir sans changer de développement, car il sait qu'aux zones de pavés succèdent des zones de bitume qui lui permettront de relancer ses énormes braquets, c'est-à-dire de gagner quelques secondes sur ses poursuivants. Derrière Eddy Merckx, la première voiture qui suit est celle de notre ami Silva et de Jacques Audet, le directeur de l'équipe, car cette course est organisée par l'équipe et le Parisien Libéré. Et nous avons un nuage de fumée qui se dégage à chaque fois des motos lorsqu'elles passent dans les flaques d'eau qui sont très nombreuses. Il ne pleuvait pas ce matin sur la région du Nord, la pluie est apparue à 1h de l'après-midi et depuis 1h il pleure. Nous sommes exactement à la hauteur d'Eddy Merckx maintenant, et qui, je vous l'ai dit, épouse tous les endroits de la route qui lui permettent de relancer son développement. Il roule à 45-50 à l'heure. Et Eddy Merckx évite les flaques d'eau, évite les énormes pavés qui dépassent parfois et emprunte les faibles parties de bitume. Je dois dire qu'après le passage à M, attention au parapluie s'il vous plaît aussi, après le passage à M, il n'y aura plus de très grandes difficultés en ce qui concerne les pavés. Voilà exactement le panneau d'entrée M. Merckx vient de lever la tête et d'apercevoir 5 km de l'arrivée, comme en 1968, beaucoup plus beau, d'un exploit fantastique qui restera, je crois, encore une fois dans les annales du cyclisme. Eh bien, Merckx a vu qu'il lui restait 5 km avant d'arriver sur l'anneau de Roubaix et de remporter la deuxième fois de ce Paris-Roubaix. Je crois qu'il n'est pas besoin d'évoquer les conditions de cette course. Regardez ces images, c'est absolument prodigieux. Merckx, tout seul, une double haie de spectateurs, des gens qui lèvent des chapeaux, qui les jettent même parfois, et qui s'approchent jusqu'à presque entourer les épaules de Merckx de leurs bras, qui s'approchent de Merckx pour l'applaudir. Il y a dans la traversée de Haine, heureusement, des barricades ici qui empêchent les gens de se pencher par trop vers le grand champion belge. C'est maintenant notre ami Philippe Rive qui se penche pour prendre des vues destinées à notre film ce soir. Nous sommes à la sortie de M et la caméra émettrice a été obligée de s'arrêter de fonctionner pendant quelques instants à cause de la pluie qui, évidemment, balaye son objectif et qui l'empêche d'avoir une image très nette. Cela est assez logique car l'objectif est directement dans le sens de la pluie à 45 ou 50 à l'heure. Laissons passer les Italiens qui vont vers l'arrivée. Ce sera maintenant la lutte jusqu'à l'arrivée pour les voitures de façon à ce qu'elles puissent pénétrer sur la note de vitesse avant Eddy Merckx et ainsi faire les écarts. Eddy Merckx se retourne ici, il se penche vers la voiture de l'équipe, on lui indique 3 minutes. Je crois qu'il s'agit bien de 3 minutes, c'est Jacques Audet qui vient de lui faire 3. Voilà la montée à la sortie de S. Et Merckx, attention, Merckx ici vient de crever la roue arrière. Il y a Vitesse qui va arriver et qui va tout de suite, attention, nous allons nous arrêter avec Eddy Merckx et qui va changer la roue, peut-être le vélo d'Eddy Merckx. 3 minutes, Jacques Audet vient de rassurer, c'est dire que Merckx ne sera vraisemblablement pas rejoint. La voiture de François va doubler, les photographes se précipitent pour la crevaison. Merckx arrête à droite, attention messieurs, attention, Merckx arrête, nous sommes à côté de lui. JSS le prend par le bras, le met sur un autre vélo, le pousse et c'est reparti, le tout en 4 ou 5 secondes à peu près. C'est la troisième ou la quatrième fois que Merckx change de vélo ici sur crevaison. La première fois, il changeait uniquement sa roue. Maintenant, il change de vélo. Les 3 minutes, je crois qu'il est à l'abri d'un retour possible d'Éric Clément ou des Flandriens qui étaient en force tout à l'heure. Et Merckx va donc pour la deuxième fois inscrire son nom au palmarès de ce Paris-Roubaix. Je crois que ce sera l'un des plus grands, l'un des plus beaux. Certes, je n'ai pas vécu les Paris-Roubaix d'avant-guerre, mais nous vivons quand même un exploit prodigieux.
Est-ce qu'un jour Merckx s'arrêtera? Est-ce qu'un jour Merckx laissera quelque chose, quelques restes, on peut le dire, alors que sa roue arrière qui vient de changer, du moins sa bicyclette a l'air d'avoir une roue arrière quelque peu voilée ici. Je ne sais pas si la réparation a été faite assez fort dans les voitures qui sont débordées. Les mécaniciens n'arrivent pas à rejanter tout de suite, à mettre les boyaux sur les roues et à les coller convenablement, car ils sont obligés de changer les roues et les vélos très très vite. En tout cas, je ne sais pas si vous pouvez apercevoir cette roue arrière d'Eddy Merckx, mais elle semble quelque peu voilée, et peut-être tout à l'heure sera-t-il obligé d'en changer, à moins que le boyau soit mal collé. La pluie qui redouble toujours à 40 à l'heure. Je crois que le temps est à peu près de 3 minutes. Entre Merckx et ses poursuivants, c'est dire qu'il a course gagnée. Il doit être à peu près maintenant à 3 km de l'arrivée. L'aviron est obligé, avec sa moto E26 et la caméra, de prendre des plans au ras du sol. Nous sommes heureusement sur le bitume. Et je dois, en fin de compte, au moment où nous terminons avec Merckx, lancer, je pense, un grand coup de chapeau à ceux qui nous survolent, à Alain Darchy dans l'hélicoptère, à ce pilote d'hélicoptère qui vole malgré les très mauvaises conditions atmosphériques, et puis à nos motards, à notre ami Falaise, à notre ami Accard, à Gilbert Lariega aussi, à tout ce dispositif qui nous permet quand même, je crois, de vivre en direct un exploit prodigieux. Regardez, ça descend à 50 à l'heure à peu près maintenant, 50-55, les klaxons des voitures. Jacquenet ici, qui est la première voiture de l'équipe qui suit, alors que les scènes qui klaxonnent constamment, il veut laisser la route libre en cas d'une autre crevaison d'Eddy Merckx. Il s'est peut-être aperçu que le boyau était mal mis sur la roue, que la roue était voilée et que Merckx aurait peut-être changé encore une fois de roue avant l'arrivée. En tout cas, Merckx ne peut plus être rejoint maintenant. Nous sommes dans la dernière avenue avant le Vélodrome, nous tournerons ensuite à droite et c'est là l'an dernier que nous applaudissions au succès de Walter Godefroth. Le fait, il est vrai, de très belle façon, mais je pense que cette année encore, Merckx, en réalisant cet exploit, a quelque peu effacé les exploits précédents. Regardez les images qui parlent d'elles-mêmes, je crois. La pluie, cette pluie qui a accompagné les coureurs depuis le départ, depuis ce matin à Chantilly à 10h, 262-263 km dans les jambes. La foule qui hurle Eddy, Eddy. Les maillots détrempés. Et la fin aussi, les difficultés, car il n'y a plus maintenant que du bitume pour arriver jusqu'au Vélodrome. Merckx vient de faire un signe ici à Driessen. Il a vu, je pense, la flamme rouge qui indique le dernier kilomètre. Voilà, à peu près encore 1 minute 20 d'effort. Merckx parle à Driessen. Driessen lui fait signe que c'est joué, c'est gagné. Attention, Eddy, il y a une moto devant vous, c'est celle de notre caméra émettrice. Et je pense que vous pouvez maintenant aller tranquillement, même en vous relâchant quelque peu. Et la mine d'ailleurs de Driessen que nous avons croisé l'indique. Il a le sourire, il sait que maintenant Merckx ne peut plus être rejoint. Il a agi aussi, il est vrai, en grand directeur sportif. Eddy Merckx va encore changer de développement, du moins je le crois. Il n'y a plus que 4 ou 5 voitures derrière lui. C'est une double haie cachée derrière les barricades qui applaudit. Voilà Eddy Merckx, il se relève un peu maintenant, vous le voyez. Il semble respirer, il écarte les coudes. C'est gagné, Eddy, nous allons nous approcher de lui. Nous allons nous approcher d'Eddy. Attention, c'est le virage. Un dernier changement de braquet. Il est très très lucide. Et Merckx pénètre sur le Vélodrome. Un grand virage à droite. Voilà, c'est l'entrée du Vélodrome. Alors je vais rester, Richard, je vais rester à l'entrée ici. Nous allons de toute façon rendre l'antenne dès que Eddy Merckx aura franchi le tunnel qui lui permettra d'arriver sur la piste. Voilà, Eddy Merckx maintenant sur la piste de Roubaix. À vous, Richard. Eh bien, plus que 750 mètres pour Eddy Merckx et il aura remporté son deuxième Paris-Roubaix. Voici son entrée sur la piste de Roubaix où un public pratiquement entièrement composé de spectateurs belges l'attend ici pour son deuxième triomphe sur la piste de Roubaix. Vous vous souvenez qu'en 1968, il avait battu au sprint son camarade d'échappée Hermann van Springel. Eh bien, aujourd'hui, il arrive seul comme il en a l'habitude de le faire depuis bientôt 2 ans maintenant. Cet exploit ici à Roubaix nous rappelle celui qu'il avait réalisé l'année dernière à Liège-Bastogne-Liège, où il était arrivé avec près de 8 minutes d'avance en compagnie de son camarade Victor Van Skil. Aujourd'hui, Eddy Merckx est tout seul et au dernier écart, il avait plus de 4 minutes d'avance sur Dierix, De Vlaminck et Lehmann, 3 de ses plus dangereux adversaires belges. Encore un demi-tour pour Eddy Merckx et ce sera fini. Un deuxième triomphe assez fantastique. Vous l'avez suivi en notre compagnie pendant près de 30 km.
Eddy Merckx est acclamé ici sur le vélodrome de Roubaix. Il se relève un peu, il est content. Et nous le comprenons. Il voulait mettre les choses au point dans ce Paris-Roubaix. Il a entièrement réussi. Voici Eddy Merckx qui remporte ce 68e Paris-Roubaix. Nous allons déclencher notre chronomètre, mais cela n'a qu'une importance secondaire, bien entendu. Il va gagner ce Paris-Roubaix avec au moins 5 minutes d'avance sur ses adversaires belges, car derrière, il faudra attendre 7 ou 8 Belges, peut-être un ou deux Hollandais, et peut-être un Français, si Raymond Poulidor est resté avec les Belges et les Hollandais. Eddy Merckx succède au palmarès à son compatriote Walter Godefroot, vainqueur en 69 devant Eddy Merckx précisément, le troisième ayant été Weckmans. Déjà près d'une minute que Eddy Merckx est entré sur le vélodrome de Roubaix, car je vous rappelle que les temps sont pris à l'entrée du vélodrome. Voici l'arrivée au ralenti. Eddy Merckx très heureux. Peut-être qu'Eddy Merckx n'a jamais été aussi heureux que cette année. Il était inquiet depuis le Tour des Flandres. Eh bien, il faut le reconnaître qu'il a mis tout le monde d'accord et de façon magistrale dans ce 68e Paris-Roubaix. Pour la deuxième place, eh bien, il faudra attendre plus de 4 minutes. Et il est probable que nous allons assister à un sprint assez serré entre Lehman, De Vlaeminck et Dierix. Le plus rapide des trois, c'est évidemment Lehman, vainqueur du Tour des Flandres il y a 8 jours. On pensait que Lehman allait rester avec Eddy Merckx. À un moment donné, il était avec lui. Et il faut croire que Lehman se ressent peut-être des efforts produits dans le Tour de Belgique. Un Tour de Belgique terrible, alors que nous suivons ici de l'hélicoptère les trois hommes, les trois Belges qui sont derrière Eddy Merckx, Dierix, De Vlaeminck et Lehman. Trois coureurs de la même équipe qui, en dépit de cette alliance et de cette entente, n'ont rien pu contre le champion belge. Ils entrent ici dans Roubaix, ils vont bientôt pénétrer sur le vélodrome de Roubaix. Plus de 2 minutes qu'Eddy Merckx est arrivé. Il ne battra pas, je pense, l'un des records de ce Paris-Roubaix. Vous vous souvenez qu'en 66, Gimondi avait gagné tout seul avec plus de 6 minutes. C'est Roger De Vlaeminck qui mène ici. Dierix, Lehman, Roger De Vlaeminck, alors que Eddy Merckx ici est assailli par les journalistes et par les photographes. Vous voyez, les hommes semblent battus, ils le savent depuis longtemps d'ailleurs. Cela devient une habitude dans les milieux cyclistes professionnels. Lehman, Dierix, Roger De Vlaeminck, le frère d'Éric De Vlaeminck. C'est Dierix qui a pris le relais à 1 km de l'arrivée. Vous avez vu certainement sur la route le panneau indiquant 1000 mètres. Voici la dernière ligne droite avant l'entrée sur le vélodrome qui se trouve là-bas à droite. Richard? Oui, Jean-Michel, vous êtes à côté d'Eddy Merckx, peut-être, alors à vous. Mais écoutez, je suis à côté d'Eddy, là, qui est interviewé par Mati. Au Tour de Belgique, après votre terrible étape de l'Est, vous aviez Si vous voulez une caméra, arrêtez. Il y a une caméra là au bord de... Eh, venez sur le podium là-bas. C'est pas bien. Aujourd'hui, j'ai vraiment été... Non, parce que j'ai quand même beaucoup d'incidents mécaniques et je suis très loin à chaque fois derrière. Nous vous avons vu crever 2 fois en direct, vous avez crevé encore d'autres fois. Oui, j'ai crevé, j'ai encore dû changer 2 fois de roue auparavant. 4 crevaisons. 4 crevaisons avant. Mais enfin, je crois qu'aujourd'hui, vraiment, j'étais très bien. Quand vous êtes parti, Eddy, il y avait derrière 3 ou 4 cylindrières. Vous n'aviez pas peur parce que c'était quand même 4 coureurs qui pouvaient se liguer et qui pouvaient se relayer derrière vous. Bah oui, bien sûr, d'abord il y a une cassure qui s'est faite et on était à 6, il y avait 4 Flandriens, Janssen et Carsten. Et alors vraiment, j'avais un petit peu peur et puis à ce moment-là j'ai crevé. Et puis c'était à 4 Flandriens devant et Carsten, alors ça fait que derrière c'est toujours moi qui ai dû faire le travail pour revenir et quand je suis revenu, Le Mans était parti. Puis j'ai dû aller chercher Le Mans et avec Roger De Vlaeminck dans la roue. Puis on était à 3 et De Vlaeminck, à ce moment-là, De Vlaeminck commençait à rouler en tête. Mais enfin, puis il a crevé enfin et puis j'ai tout de suite attaqué parce que je me disais quand même qu'avec 2 Flandriens dans la finale c'est dur et puis comme ça Le Mans a dû lâcher prise. Comment vous avez trouvé? Richard, Oui. Richard, eh bien écoutez, moi je m'écarte d'Eddy, reprenez l'antenne pour l'arrivée des autres. D'accord, pendant que vous étiez à côté d'Eddy Merckx, eh bien, Roger De Vlaeminck a distancé ses 2 camarades, à savoir Lehman et Dierix. Et il va certainement s'adjuger la 2e place, encore que Lehman ici revienne avec dans sa roue son camarade Dierix.
Roger de Vlaminck, le champion de Belgique, qui va peut-être prendre la deuxième place. Il y a maintenant près de 5 minutes que le premier, que Eddy Merckx est arrivé. Plus qu'un demi-tour pour le jeune champion de Belgique, Roger de Vlaminck, que vous aviez vu cet hiver dans le championnat du monde de cyclocross. Roger de Vlaminck qui est toujours en très grande forme en début de saison et qui le prouve ici en prenant, je pense, la deuxième place de ce Paris-Roubaix. Roger de Vlaminck, 22 ans, champion de Belgique à 21 ans. Ça se passe de commentaires alors que chez nous les coureurs restent amateurs jusqu'à 21 ans. Deuxième Roger de Vlaminck, troisième Eric Lehmann, quatrième Dierix. 5 minutes et demie d'avance pour Eddy Merckx sur Roger de Vlaminck deuxième, Lehmann troisième et Dierix quatrième. Il faudra encore attendre certainement de nombreuses minutes avant de voir arriver d'autres coureurs qui devraient être Janssen, Godefroth, Verbeek et Rosiers, alors que Eddy Merckx reçoit ici la juste récompense de ses efforts dans ce fantastique Paris-Roubaix. Voici le groupe des 4. C'est Janssen qui mène devant Godefroth. Il y a Verbeek en troisième position et ce doit être Rosiers en quatrième. Nous allons suivre le sprint pour la 5e place alors que Eddy Merckx est arrivé depuis 6 minutes 15. Encore un tour, un peu plus d'un tour pour les 4 hommes. Rosiers, Godefroth, Verbeek et Janssen, le Jan Janssen qui est toujours handicapé par temps de pluie car il doit ôter ses lunettes et évidemment Jan Janssen voit beaucoup moins bien. C'est Janssen qui de l'arrière lance le sprint, vous l'avez vu, il a surpris un peu Godefroth et Verbeek. Il est aidé par Rosiers, mais c'est Godefroth qui semble prendre la direction des opérations dans le dernier virage. Oui, Godefroth est intrinsèquement le plus rapide des 4 et il est probable, sinon certain, qu'il va s'adjuger la 5e place. Godefroth qui était bien seul aujourd'hui après les forfaits de Motta et de Gimondi. Godefroth, Verbeek, Janssen et Rosiers. Je vous rappelle donc le classement de ce Paris-Roubaix. Premier Merckx, deuxième Roger de Vlaminck, troisième Lehmann, quatrième Dierix, cinquième Godefroth, sixième Verbeek. Voici le sprint au ralenti. Godefroth qui passe ici devant Verbeek, Janssen et Rosiers. Eddy Merckx, interviewé par notre camarade de la télévision belge d'expression flamande, Fred De Bruyne. De Bruyne qui a remporté ce Paris-Roubaix il y a déjà pas mal de temps, en 1957. Fred De Bruyne qui a été certainement l'un des coureurs cyclistes les plus prestigieux de l'après-guerre, tout du moins dans les classiques, qu'il a pratiquement toutes remportées. D'autres coureurs arrivent, Carstens qui prend la 10e place et le 38 qui est Montserrat. Oui, je l'avais pas reconnu pour une fois, Montserrat, il était recouvert de boue et il est souvent difficile de les reconnaître dans ces conditions. À côté de Fred De Bruyne, Guillaume Driessen, à droite ici, le directeur sportif de Eddy Merckx. Guillaume Driessen, toujours à l'honneur avec son fantastique champion. Eddy Merckx qui en est maintenant, alors qu'il a à peine 25 ans, à sa 2e victoire dans Paris-Roubaix. Un autre coureur vient d'arriver ici, encore un Belge, un équipier d'Eddy Merckx, de l'équipe de Guillaume Driessen. Ce doit être Vandenberg, il me semble, il est encore un peu loin ici, pour que je puisse être sûr. Il semble que ce soit Vandenberg qui avait porté en 1968 le maillot jaune pendant de nombreuses étapes. Mon camarade Pierre Loctin s'en souvient certainement. Oui, c'est effectivement Vandenberg, un équipier d'Eddy Merckx. Il faut reconnaître que l'équipe d'Eddy Merckx, remarquable sur le papier, l'est beaucoup moins depuis quelque temps sur les routes. Et Eddy Merckx se retrouve souvent tout seul
avec de nombreux adversaires comme aujourd'hui, où Eddy Merckx s'est retrouvé avec 4 coureurs de l'équipe de Briggs Scott. Et en dépit de ce handicap, eh bien Eddy Merckx a lâché tout le monde. Et il est arrivé ici avec 5 minutes et demie d'avance sur Roger de Vlaminck, 2e, 3e Lehman, 4e Dierix, tous de la même équipe. Le 5e étant Godefroot, qui a semblé bien déçu tout à l'heure. Mais enfin, Godefroot a été très déçu. Godefroot a été handicapé aujourd'hui par de nombreuses crevaisons. Alors que Ward Sels va arriver ici, c'est Vandenberg ici qui arrive, mais un homme vient de pénétrer sur la piste, le Belge Ward Sels. Eddy Merckx, interviewé par notre camarade de la télévision italienne. Dezan, Lehman ici avec Fred De Bruyne, Lehman 2e de Paris-Roubaix après avoir remporté, 3e de Paris-Roubaix après avoir remporté le Tour des Flandres. Oui, Jean-Michel, vous êtes peut-être avec Eddy Merckx, alors à vous. Non, écoutez, Eddy Merckx en va, c'est normal, il est resté 10 minutes, il est complètement trempé ici. Il dit que je l'avais eu peur à un moment lorsqu'il est décidé entre Clément et puis Bien sûr, j'étais pas à mon aise quand même parce qu'avec 2 Flandriens devant et à ce moment-là, De Vlaminck a crevé et puis j'ai tout de suite roulé en tête à fond et un peu après le moment dû lâcher prise et comme ça je me suis retrouvé seul avant. Comment vous avez trouvé ce parcours? Plus difficile que celui de l'an dernier ou plus facile? Je ne l'ai pas trouvé difficile parce que je marchais bien, mais vraiment il était quand même, je crois quand même qu'il était vraiment dur. Vous l'aviez reconnu avant le parcours? Non, absolument pas reconnu. Absolument pas, vous saviez que c'était celui de l'an dernier. Alors à vous Richard, je vais essayer d'obtenir moi les impressions de Poulidor. Oui, effectivement, il serait très intéressant de savoir ce qui est arrivé à Raymond Poulidor, que l'on attendait avec... D'ailleurs, il est peut-être là, Raymond Poulidor. Mais je ne pense pas, non. Non, je n'ai pas reconnu Raymond Poulidor là-bas, de l'autre côté de la piste. Il me semble qu'il y ait encore une majorité de Belges et de Hollandais. Raymond Poulidor qui était encore dans le groupe de tête sur les pavés de Templeuve, au moment où la course a véritablement commencé à se dessiner et qui a été distancé sur les pavés de Nomain. 4 hommes viennent de pénétrer ici sur la piste. Il y a encore de nombreux Belges, et oui, effectivement, mais il y a aussi un Italien, Balini, qui a été peut-être la révélation de ce Paris-Roubaix. C'est Balini qui a lancé la course du côté de Hanon, du côté de Valère Sarenberg, dans cette infâme tranchée découverte par Albert Bouvet et Jacques Le Muller, qui sont les responsables de ce parcours exceptionnel. Il y a un équipier d'Eddy Merckx qui lance le sprint ici de l'arrière et qui va peut-être prendre la 12e ou la 13e place. Oui, c'est Swerts, me semble-t-il. Ou plutôt Sprout, alors que Sercu vient d'arriver ici, Patrick Sercu, le champion du monde de vitesse. Et Vianney aussi qui était arrivé ici. Richard Dio. Oui, je vous en prie. Oui, écoutez, je suis à côté de Patrick Sercu, ici à droite du podium. Et je crois que nous allons recueillir ses impressions sur la fin de course. Patrick Sercu, je voudrais savoir, vous avez quand même été lâché du groupe de tête assez loin de l'arrivée. Est-ce que vous manquez de résistance? Nous sommes à droite de la ligne d'arrivée ici après le podium. Oui, mais j'étais indisposé et à 50 km de l'arrivée, j'étais malade de l'estomac et tout, j'avançais plus, j'avais plus de force, plus rien, j'étais lâché. L'an dernier, vous avez manqué de malchance pour Paris-Roubaix. Cette année, on pensait que vous étiez parmi les favoris, mais on a l'impression quand même que vous manquiez un peu de résistance, non, sur la fin de parcours. C'était ma plus mauvaise course cette année. Pour moi, à 50 km de l'arrivée, j'étais mort. Bon, de faire des parcours comme celui de Paris-Roubaix, cela ne vous dégoûte pas quand même de la route, j'espère? Ben non, c'était terrible aujourd'hui. Hein. Ben, une course, c'est pas la fin. Hein. Ça sera pour une autre année? Oui. Une autre année peut-être. Bravo, vous savez qui a gagné? Oui, Eddy Merckx, c'est quoi. Voilà. Merci à vous, Richard. Oui, la plus mauvaise course de l'année, a dit Patrick Sercu. Évidemment, tout est relatif. Beaucoup de Français auraient voulu faire ce qu'a fait encore aujourd'hui Patrick Sercu, un transfuge de la piste et qui ne s'est pas encore habitué aux durs efforts de la route. Patrick Sercu avait disputé le Tour de Belgique cette semaine. Il avait abandonné dans cette fameuse étape jeudi entre Namur et Bruges. Il faut reconnaître que cela n'a pas suffi à Patrick Sercu pour battre Eddy Merckx aujourd'hui. Eddy Merckx qui remporte donc ce 68e Paris-Roubaix organisé par nos confrères L'Équipe et le Parisien Libéré. Le deuxième étant Roger de Vlaminck, le troisième Lehman, quatrième Dierix et cinquième Godefroot.
C'était un reportage de Gilbert Lariaga. Les commentaires étaient de Jean-Michel Leliot et Richard Dio. Ici Roubaix, à vous Paris.